La légalisation du cannabis a semé beaucoup de controverses. Qu'on soit pour ou contre, le pot est maintenant accessible et ce, de manière légale. Alors pourquoi ne pas mieux s'informer sur cette plante verte qui génère un petit buzz? Le pot est maintenant légal depuis environ 1 an, donc on peut en discuter sans gêne. Voici mes invités. Charles Royer-Gagnon, tu travailles dans l'événementiel et tu consommes du cannabis. Bonjour. Tamara Galdames, tu es chanteuse pour le groupe Bad Skin et tu consommes du cannabis. Oui. Bonjour. Bonjour. Et Jacob Amnon-Souissa, tu es professeur à l'École de travail social à l'UQAM, tu es sociologue et tu as une expertise surtout dans les dépendances, mais d'autres sujets connexes. Bonjour. Bonjour. D'entrée de jeu, quelles sont les caractéristiques du cannabis, Jacob? Bon, c'est un hallucinogène mineur. Certains disent que c'est un perturbateur. Ça dépend un peu. Il y a deux écoles de pensée, si on veut. Mais voilà, donc c'est une substance qui existe, une plante qui existe depuis des millénaires. Elle a eu un rôle économique, etc. On l'a aussi utilisée à des fins de politique raciale, même. Par exemple, l'histoire du cannabis à l'intérieur du Canada, on l'a mise avec la catégorie des narcotiques. Parce qu'on a blâmé les Asiatiques, en particulier les Chinois, qui venaient travailler dans les chemins de fer dans l'ouest du Canada. Et on a blâmé les Chinois et on a pris cet événement historique et on l'a greffé à la loi sur les narcotiques qui a duré depuis ce temps-là jusqu'à l'année dernière. Donc vous imaginez, bien que, entre-temps, on a eu énormément il y a des rapports scientifiques, au temps de Trudeau, le rapport Le Dain, etc., qui ont vraiment une commission indépendante, aucune affiliation, aucun intérêt, et ils sont venus et ils disaient qu'il faut décriminaliser et légaliser parce que les gains, les avantages et les inconvénients, on a beaucoup plus d'inconvénients. Aujourd'hui, c'est arrivé. Donc les caractéristiques, c'est une substance hallucinogène mineure. Ça dépend combien on en prend, mais quand on en prend, évidemment, il y a une augmentation du rythme cardiaque. Il y a toutes sortes d'effets physiologiques. Il y en a qui le prennent pour le sommeil aussi. Aussi, ça a été utilisé pour des raisons médicales, parce que à l'intérieur de la même plante, il y a le côté psychoactif qu'on appelle le THC, le tétrahydrocannabinol, un gros mot. Là. Ensuite, il y a le DCB, c'est vrai, un mot à 2 piastres au moins. Et après, il y a l'autre substance qui peut avoir des effets sur le physique, médical. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des prescriptions médicales de cannabis avec les médecins, parce que ça peut avoir des effets quand même assez importants. Ça vient apaiser le corps? Absolument. Hein, évidemment, ça dépend si on en abuse ou pas. Ça, c'est important. On pourra peut-être en parler. Qu'est-ce que c'est un usage ou un abus? C'est une autre histoire. Mais bon, ça a été introduit aussi par les soldats de Napoléon au 19e, un peu partout en Europe. Mais ça a existé depuis que le monde est monde. Hein. Cette substance est toujours autour de nous. Il y a plusieurs dizaines d'ingrédients à l'intérieur, dont ceux dont je vous ai parlé, seulement les 2, parce qu'on les connaît plus, étant donné que ce sont des agents actifs. Mais si vous prenez la plante telle qu'elle, vous n'allez pas avoir juste le THC, vous allez avoir aussi les autres effets de la plante entière. Donc il y a une forme de modulation de l'effet. Donc évidemment, c'est pour ça que les gens se concentrent sur la substance psychoactive. On va aller chercher le hashish, la résine, etc. On veut avoir de top tout de suite. On veut avoir un effet tout de suite. Or, si on le prend sur une base, la plante comme telle, étant donné qu'il y a plusieurs autres composantes, il y a une modulation de l'effet. Qu'est-ce que vous aimez tant dans le cannabis, Charles? Moi, personnellement, c'est un outil que j'ai trouvé au fil des années qui aidait vraiment à, j'aime dire, ralentir le hamster dans mon cerveau. Dans le cas où parfois je trouve que ça tourne beaucoup trop vite pour le reste de mon corps, puis je trouve qu'il y a une déconnexion entre tout le travail qui se passe dans ma tête puis ce qui se passe dans la réalité. C'est un bon ralentisseur
Dans le fond, c'était pour réduire ton anxiété. Entre autres. C'est vraiment quelque chose que j'ai découvert par moi-même. On m'a prescrit du Ritalin quand j'étais jeune. J'ai jamais trop trippé avec ça. Puis dans le fond, naturellement parlant, je suis arrivé avec ça. Puis ça a fait des effets que je trouvais qui étaient bénéfiques. Tamara? C'est sûr que moi aussi, je trouve que ça relaxe. Après une grosse journée où tu rushes et tout ça, moi, je trouve que ça me permet de faire table rase à la fin de la journée, réfléchir plus, parce que des fois, on est sur le moment de la situation ou quoi que ce soit. Après un petit joint, tu réfléchis, tu prends ça plus relax. Moi, je pense que c'est ça que j'aime. Puis aussi, le côté social, récréatif, tout ça. OK. Exactement. Je trouve ça intéressant. Les deux mentionnent l'aspect que ça vient les détendre. Moi, je fume pas de pot, mais j'en ai déjà fumé au secondaire, puis moi, ça me générait du stress. Oui. Donc, j'imagine que le cannabis a des impacts différents dépendamment le type de personne que tu es. Le type de cannabis aussi, les personnes ne le prennent pas pour les mêmes raisons. Comme artiste, j'imagine, Tamara, elle le prend. Elle explique à sa façon, évidemment. Elle termine sa journée, etc. Puis, s'il y a ce qu'on appelle l'effet placebo, c'est-à-dire l'effet attendu par rapport à la substance, d'ailleurs, c'est comme ça que les compagnies pharmaceutiques fonctionnent. OK. Dans chaque pilule que vous achetez, incluant le Ritalin ou pas, la plupart, il y a des groupes contrôle avec placebo ou sans placebo. Placebo, ça veut dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'agent actif dans c'est la pilule vide, là, si on veut. Mais les gens qui y croient vont avoir un effet réparateur quand même. Et ça s'explique. Au niveau des neurones, au niveau de ce que vous attendez, c'est important au niveau de l'effet. Maintenant, encore une fois, c'est sûr et certain, ça va dépendre de la façon dont vous avez posé la question. Vous avez aussi donné la réponse, c'est-à-dire, effectivement, ça va dépendre de chaque personne. La raison pour laquelle il la prend, le contexte dans lequel il le prend, comment la personne a obtenu ou pas, parce qu'avant c'était illégal, donc c'est un petit peu plus complexe. Bien que ça soit illégal, il y a beaucoup de gens encore, et que ça n'est plus illégal, il y a encore des gens qui vont chercher la substance dans le marché dit noir, etc. Donc, toutes ça, c'est des facteurs. Oui, ce sont des marqueurs et qui vont nous aider à mieux comprendre en bout de ligne, c'est quoi l'effet réel que ça a sur cette personne-là, parce qu'on peut prendre la même substance, on ne va pas avoir nécessairement le même effet. La même chose avec l'alcool, il y a 4 personnes, et on va prendre le même nombre de boissons. Il y en a qui vont raconter des blagues, d'autres qui vont penser à leur grand-mère, d'autres qui vont devenir violents. Chacun va triper, entre guillemets, à sa façon, et c'est correct. Ce que la personne est à un moment donné n'est pas nécessairement ce que la personne sera à un moment donné aussi. Parce que aussi, donc ça va dépendre beaucoup donc de ces composantes-là, le contexte, les motifs, la substance est un facteur. Et donc après, on appelle ça la loi de l'effet. On peut l'expliquer si on a le temps par rapport à ça. Charles, il y a les fameux muffins aux potes qu'on entend souvent parler. C'est un incontournable. Et il semblerait que la sensation est différente que lorsque tu fumes un joint. Est-ce que c'est vrai? Totalement. Moi, je considère ça comme 2 drogues, littéralement, parce que la manière de l'ingérer va complètement changer la manière dont ça va rentrer dans le sang. Puis par les sucs digestifs, ça va vraiment donner... Là, je peux pas rentrer dans les sciences de tout ça, mais ça donne vraiment un effet différent, surtout au niveau, comme je te dis, de l'ingestion. Et comment tu définirais ta sensation? Il y a des capacités beaucoup plus psychoactives. Donc là, il y a vraiment... Moi, personnellement, j'ai jamais eu de vision d'hallucination ou quoi que ce soit en consommant oralement, fumant, la fumée. Puis sinon, quand tu le consommes en le mangeant, là, il peut arriver des... Tu peux halluciner. Là, tu peux halluciner, vivre un trip là, qui s'apparente aux champignons magiques. Ah, ouais? OK. Et est-ce que tu es plus fatigué, plus réveillé? Les gens ont tendance à s'endormir. Ça calme ton corps, ça te ralentit vraiment au niveau corporel. Puis moi, personnellement, j'ai eu des tentatives plus jeunes, puis depuis ce temps-là, ça me fait plus aucun effet. J'ai développé une intolérance. Je peux en manger en quantité incroyable, puis ça me fait absolument rien. Ah, OK. Bon. Merci pour ton partage. Ça fait plaisir. Charles et Tamara, vous fumez combien de joints par jour? Tamara en premier? En fait, c'est sûr que ça va dépendre. Quand j'ai des journées qu'il faut que je sois vraiment productive puis que je sois vraiment focus, c'est sûr que je vais me limiter à un joint à la fin de la journée quand je vais avoir vraiment
quand je vais sentir que vraiment que j'ai fait toutes mes tâches. Mais sinon, dans un côté peut-être plus un festival, plus festif, des parties ou quoi que ce soit, ben moi, je pense que... Excusez-moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de limitation selon moi, parce que c'est pas vraiment comme l'alcool, en fait. Là. C'est vraiment... tu sais, l'alcool, tu vas en boire, puis tu vas finir par te rendre malade à la fin. Ben, je trouve que les joints, vraiment, ben, ça rend pas vraiment malade, en fait. T'as pas de hangover à la fin de la journée, donc... Tu t'endors, puis t'as faim. Charles, combien de joints par jour? Ça tourne autour d'un joint, mais moi, je compte ça plus en bong, OK. Mais disons 2 bongs par jour en moyenne environ. Là. Donc, pour nos téléspectateurs qui ne savent pas c'est quoi les bongs, c'est... Dans le fond, c'est la pipe à eau en verre avec un petit... je ne connais plus le terme en français, là, mais avec une petite cloche dans laquelle tu peux compacter ton cannabis et filtrer à travers l'eau. Fait que ça donne un hit plus... C'est plus d'un coup. C'est l'équivalent d'un shot. Puis toi, un joint, c'est l'équivalent d'une bière. Ouais, c'est bon comme comparaison. C'est beaucoup d'un coup, filtré dans l'eau pour que ce soit plus doux pour la gorge. Fait que tu peux en prendre plus. Avec la légalisation du cannabis, on a beaucoup parlé dans les médias des psychoses, qui est un des premiers dangers au cannabis. Jacob, qu'est-ce qu'une psychose et qui est à risque d'en faire? Parce que c'est pas tout le monde qui va fumer du pot puis faire une psychose. Okay. Donc, je pense qu'il faut tout de suite dire que pour développer une psychose en contexte de cannabis, il faut qu'il y ait un abus. C'est totalement une distinction. Ce n'est pas fumer un joint de temps en temps. Parfait. C'est le joint occupe une place importante dans le style de vie de la personne, c'est-à-dire c'est une monomanie, c'est-à-dire tout passe par cette manie-là toxique, dans ce cas-ci. La tranche d'âge où il y a plus ce problème de psychose, c'est bien sûr des jeunes, entre 12, 13, 14, puis qui peut aller jusqu'à la jeune adulte, 20 ans, 21, 22, où quand il y a abus et quand la personne on abuse de manière extrême, ce qu'on voit, c'est que les personnes peuvent développer, ce n'est pas automatique, mais peuvent développer des comportements où il y a une forme de délire, c'est-à-dire, étant donné que vous accumulez vraiment cette substance-là sur vous continuellement et qu'il n'y a pas d'autre chose, ils sont dépendants. Hein. Je pense que c'est important de souligner, pour développer une psychose abusive comme celle-là, les personnes sont dépendantes. En d'autres mots, ils ne font pas d'autres choses dans leur vie. Le style de vie est tout le temps greffé à cette substance-là qui, elle, est centrale et détermine tout, ce qui est totalement différent. Vous pouvez prendre un joint et aller au travail. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Non. Mais je dis, mais les gens peuvent être fonctionnels jusqu'à un certain point et ne pas déranger leur style de vie, comme il y a énormément, des millions de gens qui prennent des pilules prescrites par les médecins, ils travaillent, ils prennent le métro. Oui, c'est vrai ça. Tout est fonctionnel. Le problème, quand on parle de dépendance, c'est qu'elle occupe toute la place et ça vient surtout anesthésier un mal. Hein? C'est-à-dire, ce n'est pas juste pour être sociable. Pas du tout. Ce n'est plus ça. Ça devient que ça anesthésie tout le mal ou combler un vide assez fort parce que les personnes sont dans une chaîne et donc le plus qu'ils en prennent, le plus qu'ils leur en faut et ça devient assez pressant d'en consommer de manière abusive. Et quand on abuse de toute substance, de toute façon, il y a une intoxication. Hein. Quand vous abusez de n'importe quoi, même des amandes, si vous en prenez continuellement que des amandes, ça va devenir un poison dans votre corps. Okay? Donc, ce qui se passe ici, c'est que les personnes ont développé une dépendance. Ils sont dans un délire potentiel dans le sens psychotique, c'est-à-dire qu'ils peuvent écouter des voix, ils peuvent naviguer dans toutes sortes de mémoires à court terme qui peuvent être déficitaires, parce qu'on a toutes sortes de mémoires. On a la mémoire historique, la mémoire comportementale, la mémoire à court terme. Et là, ils ont un problème, ils peuvent avoir un problème avec ça, c'est pas tout le monde. Je dis, ils peuvent être tous, nous sommes tous des candidats à développer des dépendants, mais ceux-là, ces jeunes-là, ils ont aussi un problème, une des raisons qui explique ça, c'est un problème d'identité. C'est-à-dire, les jeunes ne savent pas s'ils sont des jeunes ou des adultes, ils sont pris en sandwich. D'ailleurs, c'est les mêmes
tranche d'âge où on a le plus de problèmes. Ce n'est pas un hasard si la prescription de Ritalin va être concentrée autour de ces âges-là. Les écrans, toutes les industries privées des jeux vidéo vont cibler ces jeunes-là, etc., parce que le cerveau n'est pas encore formé, donc ils sont plus susceptibles, ils sont plus enclins à développer un problème que d'autres où le cerveau est déjà en maturation. Donc la psychose, c'est un peu ce type de délire qui peut nous amener dans des espaces qu'on connaît moins, où il peut y avoir un décalage par rapport à la réalité. Une déconnexion à la réalité. Oui, par exemple, quand vous prenez, c'est sûr et certain que les réflexes ne sont pas les mêmes. Déjà, même quand vous prenez un joint, on n'a pas les mêmes réflexes. Si vous prenez un joint, vous prenez votre voiture, vous ne pouvez pas m'assurer que vous conduisez à 100%. Vous conduisez, mais pas à 100%. Donc, il ne faut pas non plus raconter... Pardon 150%. Alors, il y a donc, c'est pour ça qu'il faut distinguer l'usage de l'abus. Un autre paradoxe qui existe avec la prise abusive, c'est que normalement, avec toutes les substances psychoactives, on appelle ça la tolérance croissante. Le plus que vous en prenez, le plus qu'il vous en faut. Oui, puis ton corps s'adapte à maner. Pas avec le cannabis. C'est la seule substance où il y a un effet décroissant. C'est-à-dire que la substance, quand vous la prenez, elle reste dans votre corps entre 2 et 45 jours. C'est énorme parce qu'elle se greffe au gras que nous avons tous dans le corps. Et ça fait que quand vous prenez un joint, vous voulez aller à une entrevue, vous savez qu'ils vont peut-être checker votre urine, là. Essayez de ne pas le prendre pendant 45 jours parce que c'est pas bon, là. Ça peut rester là. Donc, vous n'êtes pas obligé de reprendre. Si avec l'alcool, vous avez pris 2 bières, vous avez eu un effet X le mercredi, il vous en faut 2,5 jeudi, puis 3 le vendredi, parce qu'il y a la tolérance croissante, parce que le plus le corps développe cette tolérance, pas avec le cannabis. Parce qu'étant donné que vous l'avez déjà dans le corps et qu'il reste en 2-45 jours, quand vous l'absorbez et vous l'inhalez, pas comme une cigarette, on s'entend tout à l'heure, il a dit, bon, je vais le mettre dans ma petite machine, mais quand on inhale le cannabis, on inhale très, très fort, pas comme une cigarette. C'est pas la même chose. On n'inhale pas comme ça. Là. Non. Je veux dire, c'est quand même dire ce qu'il en est. Tamara, tu as fait des recherches, puis tu as découvert que le cannabis avait d'autres usages que juste de le consommer. Veux-tu nous en parler? Oui, certainement. En fait, le cannabis, ça pourrait remplacer plusieurs monopoles sociaux. En fait, si on utiliserait le cannabis pour le papier, par exemple, le cannabis, une tonne de cannabis absorbe 4 fois plus de CO2 que des arbres. Donc, ça serait plus efficace. C'est aussi un très bon matériel de construction. On pourrait construire des maisons. Donc, c'est plus résistant que le béton. C'est anti-inflammable. Ça conserve très bien la chaleur pendant l'hiver et pendant l'été. C'est très frais aussi également. On pourrait l'utiliser également comme médicament. Donc, à la place d'utiliser des produits chimiques, exactement, c'est ça. On pourrait l'utiliser pour des bienfaits aussi, pas seulement pour le consommer aussi, là. Tamara, tu es chanteuse, tu es une artiste. On entend souvent dire qu'il y a des artistes qui ont consommé des drogues pour stimuler leur créativité. Rapidement, est-ce que toi, fumer du pot, ça t'amène à être plus créative? C'est sûr que ça rend créatif, mais ça peut défocusser aussi certainement l'aspect créatif. Mais moi, je pense que oui, ça rend très créatif, effectivement. Eh bien, merci. Merci Valérie. Au niveau rapport qualité-prix, est-ce que c'est plus avantageux d'aller acheter à la SQDC ou encore sur le marché noir, Charles? Moi, personnellement, je trouve qu'il y a des avantages à la SQDC, mais c'est vraiment... on est vraiment en espèce de période d'essai en ce moment. Le gouvernement n'a pas fait ça en suivant nécessairement des exemples qui sont... Il y en a plusieurs, là. On peut regarder un peu partout, juste au pays, puis voir qu'il y a d'autres manières de fonctionner. Mais c'est pas optimal. Ce qui est le fun, c'est la variété. La plupart du temps, il y a une bonne sélection avec des conseillers, puis il y a des gens qui peuvent... tu peux interagir avec quelqu'un qui va te conseiller. Mais sinon, au niveau rapport qualité-prix, le marché noir a encore une bonne place dans le marché, puis pour plusieurs raisons. Le prix, la qualité. C'est con, mais j'ai des exemples, par exemple, où j'allais chercher une sorte dans un SQDC, puis la même sorte était disponible sur le marché noir, puis c'était la même chose, pour une fraction du prix. Donc là, je peux pas
savoir le fournisseur si c'est le même ou quoi que ce soit, mais une fois que je l'ai les deux dans mes mains, ben moi, après ça, je regarde les prix, puis ça me convainc pas de retourner à l'essuie. Non, je comprends. Ça, puis le fait que c'est emballé dans 4-5 emballages de plastique, carton, plastique, puis comme... Donc, vous pensez à l'environnement. Oui, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça qui est plate, c'est qu'ils emballent vraiment ça dans trop de plastique. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment un côté négatif de la chose, exactement. Mais je pense que c'est mieux pour les gens, peut-être, qui sont débutants dans la consommation du cannabis, parce que là, ils sont conseillés. Prends moins cette dose-ci, cette dose-là, plus du sativa, du indica, selon ce que tu recherches comme effet. Mais moi, c'est sûr que je vais toujours encourager les producteurs locaux et les vendeurs locaux du Québec, que le gouvernement, ça c'est sûr. Des joints déjà roulés, tu sais, ça c'est une bonne chose pour les gens qui ne sont pas initiés à la consommation de cannabis. Bien, on peut avoir un joint de quelque chose de très léger qui ne se trouve pas ça sur le marché noir. Il n'y a pas de bas THC, de bas niveau de THC sur le marché noir parce que c'est pas ce que les consommateurs recherchent. Mais moi, je trouve aussi que depuis que ça a été légalisé puis que c'est aussi accessible pour tout le monde, selon moi, il y a plus de gens, par exemple, une mère de famille qui n'a jamais consommé de sa vie, là, vu que c'est normalisé puis c'est légalisé, moi, je trouve que ça augmente les consommateurs. Je trouve que ça incite plus les gens à aller en consommer, selon moi. Mais dans les faits, selon les recherches, est-ce que la légalisation d'une drogue augmente de facto le nombre de consommateurs ou non? Il y a, dans les 6 premiers mois et la première année, il y a un enthousiasme généralement fort au début, mais ça s'atténue avec le temps. C'est-à-dire, quand vous voyez, par exemple, quand vous allez à Amsterdam, il y a ces fameux coffee shops où vous pouvez prendre, vous avez un menu, le Hajj de l'Afghanistan, du Maroc, du Liban, vous choisissez ce que vous voulez, les joints, tout ça. À un moment donné, c'est intégré, intériorisé comme étant une forme de norme. Mais c'est intéressant, ils ne le font pas à côté des écoles ou des garderies, etc. Il y a toutes sortes de considérations de santé publique. J'ajouterai un tout petit mot juste pour les témoignages. Je trouve ça important quand même de dire que dans le marché noir, il n'y a pas un chat qui sait ce qu'il y a dedans. Oui, ça c'est vrai. Et ça, c'est important que vous, et pas seulement vous, mais que nous tous le sachions. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la même finalité comme business que la SQDC. Je ne veux pas prôner la SQDC comme étant une merveille extraordinaire, mais quand même, ils font un bout de chemin dans le sens citoyen du terme. Et puis ils disent, bon, tant qu'à y être, on va essayer d'avoir une substance qui est sécuritaire. Parce que quand vous achetez à l'extérieur, personne ne sait ce qu'il y a dedans. Je peux vous garantir ça, il n'y a personne qui sait. Puis ceux qui vous disent qu'ils savent, c'est faux. Alors c'est pour ça qu'en Suisse, on installe sur les trottoirs des machines pour vérifier surtout ce qu'il y a dedans. Il y a les petites pilules, vous les mettez, vous dire ce qu'il y a dedans. Parce qu'en dernier instant, c'est votre santé. Et donc, c'est pas juste n'importe quoi, mais tu sais, dans le marché noir, il y a un paquet de mélanges qui sont d'abord et avant tout, on va chercher le profit. C'est un aspect très intéressant Ils ne pensent pas à la santé publique. Je pense que ça, c'est important de le dire. Jacob, les gens, parfois, ont tendance à banaliser le cannabis, mais est-ce qu'on peut devenir dépendant au pot? Oui, on peut développer une dépendance au pot, d'ailleurs psychologique plus grande que d'autres substances au niveau psychologique. Et non physique. Au niveau physiologique, c'est difficile, comme je vous ai dit, parce que c'est une tolérance qui n'est pas nécessairement croissante, mais décroissante, dans la mesure que quand vous avez absorbé cette substance-là, elle reste dans votre corps entre 2 et 45 jours. Donc, vous n'êtes pas obligé de refumer 2 joints et demi comme avant, mais plutôt juste quelques puffs. Et déjà, étant donné que c'est dans votre sang, ça va repartir. Donc, la dépendance absolue physiologique, on ne peut pas dire au niveau scientifique, on n'a pas de preuves, même avec toutes les études, il y en a eu des milliers. On ne peut pas dire. La dépendance au tabac est très forte, ou à l'alcool, à d'autres substances, mais pas avec le cannabis. Donc, c'est une dépendance psychologique. Plus que dépendance physiologique. Maintenant, encore une fois, la dépendance, ce n'est pas seulement physiologique. Non. C'est ce que j'ai dans la tête, là, entre mes 2 oreilles. C'est pourquoi je le prends. Donc, si je suis bien accompagné, je vais pouvoir travailler sur des sources de plaisir que j'ai dans la vie et que le cannabis n'occupe pas toute la place dans ma vie.
À ce moment-là, on peut faire... Trouver un bon équilibre. Un meilleur équilibre, puis on peut être bien dans sa peau parce que c'est un mal-être. Hein. Les gens qui développent toutes les dépendances, incluant celle du cannabis, c'est d'abord et avant tout un mal-être. Un mal de vivre. Un mal de vivre. Donc on essaye de geler, c'est le cas de le dire, le mal et le vide. On remplit. Donc les personnes qui développent la dépendance sont dans le sens de l'abus. Malheureusement, ça existe, mais avec le cannabis, légèrement physiologique, mais beaucoup plus psychologique. Merci infiniment pour vos connaissances. Je vous en prie. Charles et Tamara, quels sont selon vous les aspects positifs de la légalisation du cannabis? Par exemple, en regardant les nouvelles lois, lesquelles vous rendent heureuse? Dernièrement, là, il y a quelques jours, on vient Et heureux dans ton cas. Oui. On vient la Cour suprême vient de suspendre là, le Québec qui voulait qu'on ne puisse pas faire, dans le fond, pousser notre propre cannabis. Donc là, c'est non constitutionnel selon la Cour suprême. Donc là, on va bientôt arriver à pouvoir faire pousser notre propre consommation. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Sinon, la légalisation en général, même quand c'était illégal depuis des dizaines d'années, surtout aux États-Unis, où il y avait des millions qui ont été débloqués pour arrêter ce mouvement-là, le nombre de consommateurs augmente sans arrêt. Donc, de légaliser même de la mauvaise manière, ça ouvre la conversation, puis c'est une boule de neige qui ne s'arrêtera pas. Tamara? Oui, exactement. Moi, je pense que ce qu'on voulait à la base, les consommateurs, c'est que ça soit plus décriminalisé que légalisé. Côté positif, je pourrais pas vous dire exactement, mais je pense que la réputation du cannabis a été un peu amélioré. Ouais, non, mais ça a été, oui, c'est ça, ça a été amélioré, mais je pense que ça a été aussi manipulé en sorte de enrichir certaines personnes parce que le cannabis, ça a plusieurs autres aspects que seulement de le consommer. Tu sais, moi, je pense que la réputation du cannabis a été manipulée afin de servir le gouvernement parce que ça met en péril la monopole du textile, de la déforestation, du pétrole aussi. Donc, ça met, moi, je pense, en risque... Jacob, pour conclure. Oui, il y a aussi l'industrie de l'alcool qui n'est pas tellement intéressée à ce qu'on légalise parce qu'évidemment, les gens vont y aller un petit peu plus là que là. Exactement. C'est important. Mais un autre point qui m'apparaît extrêmement important à souligner, c'est le fait qu'il y a eu des dizaines et des dizaines de milliers de citoyens canadiens qui avaient un dossier criminel parce qu'ils ont pris un joint. Ouais. Et ça, c'est très, très grave. Ça, c'est vrai. Et ça, ce qu'on propose, c'est de décriminaliser les dossiers de ces individus parce que c'est pas avantageux. Ils n'ont pas fait un acte criminel. Ça coûte une fortune pour l'État, pour les tribunaux, pour nous, citoyens, alors que c'est un acte qui... En le recadrant aujourd'hui, on s'aperçoit que c'était peut-être une erreur historique. Oui, exactement. Le temps a passé beaucoup trop vite. On aurait pu en discuter encore vraiment plus longtemps. Merci infiniment à vous trois pour cette belle discussion. Super. Si vous avez envie d'essayer la marijuana, allez à la SQDC, la Société québécoise du cannabis. C'est le meilleur endroit pour vous informer. Rappelez-vous que la modération a bien meilleur goût. Et si vous sentez que vous êtes dépendant aux potes et que vous avez besoin d'aide, il y a la maison Jean Lapointe. À Laval, il y a Déclic Action, la maisonnée. Ne perdez pas une seconde de plus à rester dans la souffrance.